La fin de l'histoire n'est pas encore écrite. Alors, quel avenir pour les salariés d'ArcelorMittal de Florange? On en parle avec nos invités sur le plateau du Monde en face. Je vous les présente, nos invités. Elsa Fressonnet, bonsoir. Vous êtes chef adjointe du service politique aux Échos et vous êtes co-auteur de Florange, la tragédie de la gauche. C'est aux éditions Plomb. Vous nous expliquerez en quoi c'est une tragédie aujourd'hui pour la gauche. Catherine Trottmann, bonsoir. Députée européenne socialiste. On vous voit dans le documentaire très investi aux côtés d'Édouard Martin. Vous nous direz si l'Europe peut quelque chose pour aider le site de Florange. Et puis Édouard Martin, bon, vous êtes toujours dans le combat, je vais dire. Ça n'a pas, vous n'avez pas baissé les bras. Vous écrivez d'ailleurs « Ne lâchons rien contre l'économie cannibale ». C'est un livre qui vient de sortir. Vous avez vu le documentaire d'Anne Gainsburger il y a quelques jours avec vos camarades à Florange, dans une salle. Il y avait 300 personnes. Est-ce qu'il y avait toujours le même sentiment de trahison, d'amertume? Oui, d'autant que le documentaire, le film, nous renvoie dans cette tragédie. Et donc, il y a des émotions qui remontent, qui ressortent. Mais toujours est-il que notre envie d'aller jusqu'au bout de ce dossier reste intacte. Et là-dessus, on attend encore des positions du gouvernement et je pense qu'il faut maintenant solder le dossier Florange. Il n'y en a qu'un qui peut le faire et il s'appelle François Hollande. Bon, vous l'interpellez une nouvelle fois, on va en parler. Est-ce que vous avez découvert des choses dans le film d'Anne que vous ignoriez finalement dans les coulisses politiques de ce qui s'était passé pendant ce long combat pour vous? Moi, il y a plusieurs images qui m'ont marqué, évidemment, mais il y en a une que je ne connaissais pas, évidemment, parce que je n'y étais pas. C'est lorsque Anne Gainsburger interviewe Arnaud Montebourg dans le train. Ouais. Et c'est là où on voit qu'il est vraiment sincère dans ses propos. Il y croit, comme nous y croyons à ce moment-là, quoi. Il veut croire à la nationalisation temporaire. Mais il veut croire surtout au volontarisme politique. C'est de dire, il est impensable que nous, élus, puissions nous mettre à genoux face à une multinationale comme Mittal. On le sent bien, donc j'imagine, je n'en sais rien, mais j'imagine la déception qui a été aussi la sienne le soir du 30 novembre. Elsa Fressonnet, vous qui avez, on va dire, déambulé dans les coulisses politiques de ce dossier sensible, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'État français a plié face à la multinationale ArcelorMittal? On peut dire deux choses. D'abord, dans l'accord du 30 novembre, Mittal a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire la possibilité d'éteindre définitivement les deux hauts fourneaux de Florange et les deux derniers de Lorraine. Ensuite, c'est pas totalement enfin, il a quand même dû céder des choses en termes d'investissement sur la partie froide et de sécurisation du packaging. Côté Hollande, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas tenu sa promesse faite sur la camionnette le 24 février 2012, qui était de quand même faire une loi, puisqu'elle n'est pas encore faite, qui permettrait de préserver des sites comme Florange. Des sites rentables, disait-il. Oui, absolument. Et qui n'a pas non plus su préserver les hauts fourneaux de Florange. En même temps, encore une fois, il a obtenu des choses de Mittal grâce à la construction d'un rapport de force. C'est-à-dire que plier est un mot un peu fort qui mérite d'être nuancé. Si on écoute Lakshmi Mittal, en revanche, ces négociations étaient pour lui une promenade de santé. C'est ce qu'il vous a dit, parce que vous l'avez rencontré à Londres, au siège d'ArcelorMittal. Voilà. Nous sommes allés le voir début février. Et nous, au bout d'un moment de discussion, parce que nous, on a quand même discuté un peu longuement avec lui, on lui a dit, mais au fond, qu'est-ce que l'État a obtenu dans cet accord Et il a baissé la tête, et puis ensuite il l'a remonté avec un grand sourire, et il nous a dit la satisfaction de pouvoir dire que l'État français a mené de dures négociations avec Mittal. En gros, que l'État avait tout perdu, sauf... Il n'y croyait pas une seconde. Après, il faut relativiser un petit peu, c'est-à-dire que Lakshmi Mittal est un homme d'affaires. A posteriori, il a tout intérêt à dire que rien ne l'a perturbé dans cette histoire. Voilà. Par rapport à ses actionnaires et dire qu'il tient le cap, c'est ce que vous voulez dire qu'il tient le cap, il a des actionnaires, il est quand même lourdement endetté, il doit prouver qu'il maîtrise tout et que c'est pas une petite usine, parce que c'est comme ça qu'il considère Florange en France, qui va le détourner de son cap, et c'est pas non plus un petit ministre dans un pays, certes la France, qui va le détourner de son cap. Vous qui l'avez rencontré, c'est qui Lakshmi Mittal? C'est quelqu'un de cynique, ça a été quelqu'un de cordial, ça a été quelqu'un d'humain qui pouvait comprendre? Ou pas du tout? Écoutez, François Hollande, je vais le citer, a eu une phrase auprès de ses proches pour le définir après leur rendez-vous. Il a dit « Cet homme n'a pas de surmoi ».
Voilà. Lakshmi Mittal est quelqu'un de simple sur la forme, c'est-à-dire que son bureau n'est pas extrêmement luxueux, il parle directement, voilà. Et sur le fond, absolument sans état d'âme, et persuadé que, en termes d'économie, c'est lui qui a raison. Il y a une phrase très révélatrice qui nous a dit, c'est « Je n'ai peur d'aucun président. Je les respecte, mais je n'ai peur d'aucun président. » C'est du défi, quasiment. Je pense que c'est le fond de sa pensée. C'est-à-dire qu'il est à la tête d'une multinationale et que quand il va voir François Hollande, il est au moins d'égal à égal avec lui. C'est comme ça qu'il se considère. Catherine Trottmann, vous qui êtes socialiste, est-ce que vous avez compris, partagé finalement ce renoncement à une nationalisation temporaire qui aurait peut-être permis de trouver un repreneur? En tout cas, Arnaud Montebourg y croyait. Ce que j'ai vraiment regretté, c'est que malgré le contact de François Hollande dès octobre 2011 avec le président de la Commission, José Manuel Barroso, et la demande qu'il a formulée de pouvoir compter sur une initiative européenne qui prenne la dimension de la puissance de Mittal, on en parlait à l'instant, la France seule avait forcément plus de difficultés à imposer ses vues. Il a en permanence joué les sites les uns contre les autres et les pays les uns contre les autres. Donc la division. Et les salariés, la division. Il a dit, voilà, je suis obligé de faire mes Liège parce que on m'a obligé à garder Florange. Finalement, il ne garde pas Florange. C'est quelqu'un de très cynique, mais qui est rattrapé par la crise aujourd'hui et qui remet en cause sa stratégie. On est dans une situation où on a un marché global de l'acier, et dans ce marché global, il y a 5 grands groupes, dont le groupe Mittal-Arcelor. Les installations en Europe sont des installations qui sont puissantes, qui sont un appareil industriel. Il nous a fallu le temps de pouvoir convaincre la Commission européenne que la sidérurgie est une industrie stratégique, qu'elle est à la source des machines, des avions, des automobiles, du bâtiment, de toutes les activités dont on a besoin. Donc la France n'était pas prête à avoir elle seule la réponse adéquate. La préoccupation du gouvernement, je ne suis pas là pour le défendre, mais ça a été l'emploi et ça a été de trouver le moyen qui permette de garantir effectivement l'activité. Par contre, ce que nous avons obtenu au niveau du Parlement européen, 1, nous avons constitué une plateforme de députés. 2, nous avons obligé, par notre commission industrie, la commission à prendre position, Monsieur Tajani. Nous avons proposé que la commission prenne en charge un plan d'action. Nous l'attendons pour le mois de juin. Vous trouvez que là, les politiques ont pris conscience, on va dire, de l'importance de réagir enfin face à ce géant? C'est vrai qu'au niveau de l'Europe, très vite, très tôt, il y a un groupe de députés européens, dont Catherine Trottmann, qui nous a reçus et qui nous ont aidés à effectivement à convaincre M. Tajani, le commissaire à l'industrie. Au niveau national, franchement, M. Mittal va être auditionné demain par la commission parlementaire, très bien, mais franchement, il aurait fallu le faire avant. L'accord est signé. J'imagine mal, alors peut-être, je ne vais pas tous les tenants aboutissants, qu'une commission puisse remettre en cause l'accord signé par le Premier ministre. Alors, l'accord, justement, revenons-y, c'était le 30 novembre dernier. Est-ce qu'aujourd'hui, Lakshmi Mittal, il maintient ses engagements? Déjà, en termes d'investissement, est-ce qu'il a investi ce qu'on lui a demandé d'investir? Alors, Mittal, je le compare, c'est comme le lait sur le feu. Il ne faut pas la moindre seconde d'inattention, sinon, passez-moi l'expression, il vous fait un gosse dans le dos. Donc la commission, le comité de suivi que nous avons obtenu, où on se réunit tous les 15 jours, on est entre guillemets on flique Mittal. C'est la seule solution pour l'obliger à respecter ses engagements. Et jusqu'à présent, est-ce qu'il les a respectés? Au moment où je vous parle, il y a d'ores et déjà une enveloppe de 55 millions d'euros qui a été débloquée pour commencer les investissements dans le froid. Ça, c'est sur les 180 qui ont été promis. 180 sur 50. Donc, d'ores et déjà, 55 Donc ça, c'est un bon point, vous dites, là-dessus? Ça avance plutôt bien. Ouais. Je rappelle encore, n'oublions jamais qu'il faut mettre ça en perspective. Nous continuons, nous, à défendre un site intégré. Il faudrait pas que les élus, ou je ne sais qui, ou Mittal, pensent qu'avec le temps, on va oublier qu'on a besoin des hauts fourneaux.
et Mme Trottmann a raison de le souligner, parce qu'on le dit aussi depuis longtemps, si demain il y avait une reprise d'activité en Europe, le groupe Mittal a détruit d'ores et déjà 12 millions de tonnes de capacité de production en Europe. D'accord, mais il s'est engagé à ne pas démanteler le site, ça il le fait, il l'a mis juste sous cocon pendant 6 ans. Est-ce qu'on peut redémarrer? Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, si le marché redémarre, pour vous, là c'est mort? Non mais attendez, les hauts fourneaux actuels, ils sont morts, il faudra reconstruire des nouveaux. Il faut tout détruire. Mais oui, mais de toute façon, si on avait eu Ulcos, il aurait fallu démolir ce qui est actuellement pour en faire des nouveaux. C'est un nouveau procédé, une nouvelle technique. Nous, ce que nous craignons, et là je rejoins un peu la crainte de Mme Trottmann, c'est que M. Mittal ne veut pas d'Ulcos, ni à Florange, et même pas ailleurs, peut-être ailleurs éventuellement, mais en tout état de cause, pas à Florange. Parce que s'il devait faire, si on l'obligeait à faire Ulcos ou Ulysse, ça s'appelle Ulysse maintenant. C'est le nouveau projet. Le nouveau procédé de captage de CO2, ça veut dire qu'on l'obligerait à redémarrer la filière liquide florangeoise. Ce dont il ne veut même pas en entendre parler. Mais pourtant, ça fait partie des engagements, non? De rester, d'être candidat pour Ulcos ou Ulysse. Quoi, je vais reprendre une fameuse phrase d'un élu qui disait « Les promesses n'engagent que ceux qui y croient ». Oui. D'accord? Mais vous me dites qu'il y a une commission de suivi, donc vous allez faire en sorte sur le froid, sur Ulcos, il nous renvoie, et c'est là où je me dis, la crédulité des élus, je me dis, c'est pas possible, il nous renvoie au calendrier grec. Rendez-vous dans 6 ans, et encore, il met une condition supplémentaire. Rendez-vous dans 6 ans pour voir où sera l'état de la recherche, et en fonction de comment sera le marché. Attendez, mais ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de fonte. Si on l'écoute, si on le laisse faire, plus jamais de fonte ne coulera dans le fourneau lorrain. Elsa Fressinet. Mais d'ailleurs, au fond, Lakshmi Mittal ne s'en cache pas. C'est-à-dire que dans Florange, la tragédie de la gauche, il nous dit 2 choses. On lui pose la question des hauts fourneaux. Il dit un haut fourneau n'est jamais mort, mais ceux-là n'ont aucune chance d'être démarrés. Voilà. Et on lui pose la question sur Ulcos, de la viabilité de ce projet, donc qui serait un haut fourneau du futur plus économe en CO2, et auquel le gouvernement tient beaucoup, et la CFDT tient beaucoup aussi. Et il nous dit, c'est techniquement difficile et ça n'est pas viable en termes de rendement. Donc voilà, je veux dire, il s'est engagé à mettre... Alors que fait le politique face à un discours économique, avec des arguments économiques? Alors, moi je pense que le problème de Lakshmi Mittal aujourd'hui, c'est le coût d'une telle opération. On a besoin d'un pilote. Si l'Union européenne ne peut pas, par rapport à une industrie fortement productrice de carbone, avoir des solutions nouvelles et performantes, là on est dans le domaine de l'innovation, il faudra accepter que nous soyons à la traîne du monde. Parce que ça se fera ailleurs. Pour nous, la sidérurgie, c'est en même temps le moyen de soutenir ce que demande Alstom, ce que demandent les constructeurs ferroviaires, c'est-à-dire d'avoir de l'acier de qualité. Bon, moi, j'aurais souhaité qu'on garde effectivement cette filière. Pourquoi? Parce que je connais cet acier, je connais sa qualité, de même qu'à Liège, de même qu'à Luxembourg. Peugeot, qui est chez moi dans ma région, il utilise ces aciers-là. Donc on connaît, on sait que ceux qui arrivent aujourd'hui de Russie, de Chine ou d'ailleurs, ils sont plus cassants, plus durs, ils sont pas aussi souples. Donc nous avons besoin de garder... Plus l'empreinte carbone. Et plus l'empreinte carbone. Donc si on veut tenir nos engagements sur la réduction des gaz à effet de serre, si on veut avoir une filière complète qui permet de fournir l'automobile, relancer l'industrie ferroviaire, par exemple le faire du ferroutage, il faut de la recherche, il faut pouvoir avoir de l'acier propre, et avoir de l'acier propre, eh bien c'est le décider et le financer. Aujourd'hui, depuis cette crise, depuis les accords, est-ce que vous avez eu des rapports avec François Hollande? Ou avec son cabinet? Est-ce que... Je vois mal le président de la République venir s'adresser directement à nous. Non, mais vous pouvez l'interpeller, essayer de rencontrer... On l'a déjà fait, mais par médias interposés. Ça, on a bien compris. Donc, maintenant, on attend la réponse Mais vous concrète. aviez quand même été reçu à l'Élysée après son élection. C'était au lendemain de l'élection, on était encore dans la gueule de bois. Enfin, le lendemain de fête, quoi. On avait fêté la victoire de l'un et la défaite de l'autre. Voilà, donc les réveils, des fois, sont difficiles. Mais pour revenir à la promesse de M. Mittal, de M. Hollande, l'engagement de Mittal, c'est pas uniquement vis-à-vis de François Hollande qu'il l'a tenu. C'était déjà à l'époque de Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous, lorsqu'il a fermé Gandrange. Il s'était engagé, donc Nicolas Sarkozy, je ne veux pas personnifier le débat, le combat, mais il s'est engagé vis-à-vis de la France. Voilà, je ferme Gandrange, mais je vous garantis que j'investirai 330 millions sur le site de Florange pour moderniser et rénover les outils. Résultat des courses, 5 ans après, on attend toujours le moindre euro. Donc je pense que Mittal ne connaît qu'une chose, le rapport de force. Il n'y a que ça qu'il connaisse. Donc vous pensez qu'il n'y a pas assez de force de l'autre côté, du côté politique? Je me dis, ou Mittal est trop fort, ou nos élus sont trop faibles. Ou peut-être les deux. Je voulais dire sur le volant politique, Florange a peut-être une chance dans cette histoire. C'est que
François Hollande a conscience que toute la séquence accord a été un ratage total en termes de communication politique. Ce qu'il regrettait, c'est évidemment le mot trahison. Il pense qu'il n'y a pas eu assez d'explications qui ont été faites autour de l'accord. Il continue à penser que c'est un bon accord. Voilà. Mais là où je voulais en venir, c'est que François Hollande, dans cette histoire, a voulu être l'anti-Sarkozy. Donc il ne veut absolument pas hériter d'une plaque aux promesses non tenues comme son prédécesseur en a eu une. Il a conscience... Non mais enfin, c'est la symbolique. C'est un symbole, mais ça marque en politique. Il a conscience qu'il y a eu un ratage et il a conscience que c'est un dossier symbolique pour son quinquennat. Donc je pense qu'il fera tout pour éviter la plaque. Ça n'ira peut-être pas dans le sens de tous les vœux d'Édouard Martin, etc. Mais non, mais et des ouvriers sur place, voilà, et des ouvriers sur place qui absolument. Édouard Martin, qu'est-ce qu'il doit faire pour éviter la plaque, la même que Nicolas Sarkozy? Qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui, là, précisément, concrètement, François Hollande? Moi, je ne veux pas avoir la prétention de donner des conseils au président de la République, mais si j'étais à sa place, aujourd'hui, il y a une fenêtre de tir. Je rappelle quand même entre nous, c'est que on se croit toujours les plus beaux, les meilleurs au monde. Mais lorsque Mittal a racheté Arcelor, les Allemands ont gardé une partie de la recherche publique, les Belges ont gardé une partie de la recherche publique, les Espagnols une partie publique. Les seuls intelligents qui ont tout filé à Mittal, ce sont les Français. Donc on a été dépossédé quelque part. Parce qu'on a été ou naïfs ou complices ou je ne sais quoi, ou effectivement tous les libéraux de tous bords qui nous disaient de toute façon l'industrie s'est dépassée, on pouvait mourir, c'était pas grave, c'était les services. J'espère que ceux-là ils vont fermer leur claquet. Malheureusement, on les entend beaucoup dans les médias. Ce que je veux dire par là, l'État français peut reprendre la main en disant, Monsieur Mittal, on ne va pas vous redonner un chèque en blanc. La recherche, maintenant, il y a une partie, notamment la partie recherche, captage du CO2, qui devient publique. On change la gouvernance du dossier Ulysse. L'État reprend la main. Il aura ses propres experts. On verra où est l'état d'avancement de la recherche, parce que l'histoire de problèmes techniques, c'est du pipeau, c'est du vent. Et en même temps, Monsieur Hollande dit à Mittal, voilà, maintenant, président de la France, c'est moi. Et je vous dis que Ulcos ou Ulysse ne se fera pas dans 6 ans. Il se fera très rapidement, dans un délai raisonnable, qu'on estime, nous, à 2 et 3 ans. D'accord, mais si Lakshmi Mittal dit non, moi, ça m'intéresse pas. Monsieur Mittal, au revoir. Et au revoir, il y a 20 000 emplois en France. Mais pardon, mais il est là. Mais attendez, vous imaginez Lakshmi Mittal quitter la France avec le haut fourneau sous les bras? Est-ce que vous pensez qu'un élu peut être aussi crédule pour croire ça? Est-ce que vous pensez que Mittal dit à l'État français, mais attendez, Florange, pour moi, c'est pas Florange tout seul, Florange, c'est un peu la clé de voûte de tout le système ArcelorMittal. Mais il vous prend vraiment pour des imbéciles. Les sites sont complètement autonomes. Nous, Florange, avant d'être Mittal, on travaillait en autarcie, mais quasiment en autonomie. Donc il a fait croire à ceux qui ne connaissaient pas le dossier, que si on lui enlevait Florange, c'est tout le groupe qui s'écroulait. Mais je peux vous assurer que moi, si j'avais été président de la République, j'aurais dit chiche, au revoir, Monsieur Mittal. Et savez-vous que les industriels, les autres, ils se seraient battus pour racheter les sites français parce que nous sommes des pôles d'excellence. Catherine Trautmann, il faut renverser le rapport de force? Il faut oser renverser le rapport de force? Je pense qu'en effet, on est dans une période où il est très difficile pour des entreprises sidérurgistes d'avoir un marché stable. Il y a une inquiétude réelle, à la fois par rapport à la capacité de vente, la capacité de production. Sur le plan international, on voit un vrai effet de récession, pas seulement en Europe. Et donc, c'est le moment où on peut inverser le rapport de force. Et moi, je pense que l'Europe est là pour ça. Elle est là pour ça. Elle doit aussi démontrer sur cette question qu'elle dispose d'une autorité. Ce n'est pas seulement la concurrence. Ça doit être une autorité stratégique qui permet effectivement de venir en appui d'un pays, d'un État, de plusieurs États. 16 États étaient représentés dans le groupe de haut niveau. Donc on voit combien la question d'ArcelorMittal concerne finalement l'Europe. Il y avait une grande majorité de pays. Et quand on voit ce qu'il a fait par exemple en Roumanie, eh bien c'est à peu près du pareil au même. C'est même un désastre. C'est-à-dire il a détruit l'outil? Il a détruit l'outil. Et voyez-vous, en Roumanie, on ne peut pas leur faire le procès que la main-d'œuvre est trop chère. Édouard Martin, aujourd'hui vous connaissez parfaitement votre sujet, on l'a vu dans le documentaire d'Anne Gainsbourger. Vous parlez presque comme un politique. Aujourd'hui, pour agir, il faudrait passer par la politique. Vous êtes un syndicaliste très investi. Vous avez vu parfois épuisé, dépité, désabusé, un sentiment de trahison. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, pour reprendre la main, vous diriez la politique, voilà, à mon niveau, la politique? Oui, dans le reportage de Anne, je me souvenais plus que j'avais
pleurer autant. Mais bon, bref. Ce que je veux dire par là, lorsque on discute avec les collègues, les copains, le groupe d'irréductibles qui sommes là depuis le départ, et je peux vous assurer qu'on en a passé des nuits dehors, hein, à tenir le piquet des rêves, etc. On fait la conclusion suivante, c'est que en termes d'action syndicale, on aura tout fait. Je pense qu'il n'y a pas une action qui nous aura échappé. Les piquets de grève, les manifs, les blocages, on a marché à pied jusqu'à Paris, on a interpellé l'Europe, les élus locaux, nationaux, enfin bref, on a frappé à toutes les portes. Et justement, dans cette période-là, on a rencontré des femmes et des hommes politiques. Et on s'est rendu compte que de toute façon, ok, il y a eu de l'émotion, des gens qui nous ont vraiment soutenus, ils sont toujours là, ceux-là. Mais finalement, ça leur fait pas vraiment peur, tout ça. Ce qui leur fait vraiment peur, c'est que des gens comme nous, mais au-delà du cas de Florange, c'est que des citoyens ordinaires se disent, voilà, moi je vais être acteur de la vie politique, et pourquoi pas, demain je vais peut-être me lancer en politique. Alors, quoi, j'en sais rien, mais ça n'est qu'une réflexion. Mais je peux vous assurer, depuis qu'on a lancé cette idée-là, je peux vous assurer que les téléphones sonnent. De qui? Donc, les téléphones sonnent. Voilà. Donc simplement, c'est pour vous dire... On essaye de vous séduire pour venir... Alors c'est quoi ton idée? Ça serait, c'est un peu le genre de question que vous essayez de poser. C'est quoi? C'est des municipales, c'est des régionales, c'est des européennes. Qui vivra verra. Voilà. C'est ouvert. Mais le combat continue d'une façon ou d'une autre. Mais l'idée quand même qu'il y a derrière, c'est que c'est écrit un peu dans mon bouquin, c'est aussi ma culture lorsque je traînais les rues, entre guillemets, les éducateurs qui me disaient, il faut que tu arrêtes, ils disaient ça au groupe de jeunes, il faut arrêter de tout attendre des autres. Si tu veux changer le monde, commence-toi par changer ton monde et prends ton bâton de pèlerin et sois acteur de ta vie. C'est un peu dans cette logique-là. Si on n'est pas content de ce qui se fait, rien ne nous empêche, nous sommes dans un pays libre, démocratique, soyons acteurs de la vie politique. Je voudrais juste qu'on termine en 2 mots. Dernière question. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le dossier de Florange est un boulet pour François Hollande? Je pense que c'est un dossier difficile. Je crois qu'il a pris sérieusement en charge un engagement vis-à-vis de personnes, vis-à-vis de gens dont il respecte l'engagement aussi. Et le combat, il faut dire que le combat des Florange, ça nous a quand même aidé, nous, politiques, je pense, quand vous êtes venus à Bruxelles, quand vous êtes venus rencontrer... Ce qu'il nous a dit, oui. Bon, oui, donc vous avez fait bouger les choses. Il faut le dire à un moment donné aussi. Donc je sais qu'il a à cœur de trouver la solution et de le faire vraiment pour les personnes dont il mesure aussi l'attente et qu'il ne veut pas décevoir. La fin reste à écrire et évidemment on espère que pour votre combat, ce sera une belle fin. Écoutez, rien que dans l'image, au-delà de la symbolique, je peux vous assurer que ça peut aussi aider les Français à avoir de nouveau confiance en la chose publique. Et moi, ce qui m'importe, c'est aussi ça. Dans l'ambiance actuelle où tout se pourrit, etc., ça va, ça suffit, quoi. Hein? Je veux dire, j'ai pas envie, ni moi ni mes copains, que le combat que nous avons mené, un combat de solidarité, de soutien humaniste, profite aux extrêmes que nous combattons. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Anne Gainsburger qui nous a réalisé ce magnifique documentaire sur ce long combat à Florange. Et l'histoire n'est donc pas terminée. Voilà, excellente fin de soirée sur France 5. Bonsoir.